Voilà, on va vous demander de prendre place pour respecter l'horaire prévu. Encore un peu de courage cet après-midi. Tout à l'heure, il y aura la table ronde et on vous demandera de votre participation. Vous aurez du travail. Et maintenant, je vais passer la parole au deuxième orateur de la journée. Monsieur Jean-Pierre Courton, qui est addictologue, qui est président de la Fédération française de psychologie. Et le titre de sa conférence est « Comment faire bon usage de notre usage des drogues ». Voilà, merci beaucoup. Donc j'ai 3 micros, pour résumer. Je ne suis pas président de la Fédération française de psychologie, c'est pas grave, mais je suis psychologue. Voilà. Et le titre est bien celui qui est indiqué, sans point d'interrogation, sans point d'exclamation, mais avec le sous-titre d'une question sur les paradoxes de l'addiction. Voilà. Je vais rentrer dans le sujet en complétant la présentation officielle et en étant en même temps méfiant sur la gestion du temps, avec une dimension plus personnelle. Voilà, je remercie Thomas de m'avoir invité et en même temps, je me demandais à quoi était due cette invitation. Et puis donc, j'ai révisé mon suisse, donc je sais qu'il faut dire que c'est 70. Et si c'est 70, ça veut dire que c'est 54, et la naissance, et peut-être c'est parce que en 54, il y avait Addiction Vallée qui démarrait. En 57, il y avait un dénommé Jean-Pierre Courton qui naissait, tout petit bébé, dans une région française, une des plus célèbres. On l'appelle le pays de Cocagne. C'est là où on fabriquait le bleu pastel que vous voyez en partie sur le logo d'Addiction Vallée. Donc je me suis dit peut-être, parce que j'ai presque le même âge qu'Addiction Vallée, et que je viens du pays du bleu pastel, et puis de ce pays quand même fantastique pour démarrer sa vie, je suis né à l'entrée du pays de Cocagne. Voilà. Vous irez regarder ce que c'est, je vous garantis, ça mérite son nom. Voilà. Ce moment d'exaltation personnelle étant passé, ça fait 40 ans que je fais le métier d'addictologue, et c'est une autre dimension qui m'intéresse beaucoup dans cette journée, c'est la notion d'histoire, la notion de transformation. Les addictions, et ça va être un peu mon propos, sont à la fois quelque chose qui ne change pas et quelque chose qui n'arrête pas de changer. Voilà. Ma première diapositive, on va avoir la première diapositive, c'est de se rappeler que l'addiction est d'abord et avant tout un comportement adaptatif. Et que c'est un comportement profondément normal et profondément humain. Voilà. Et que ce dont on a parlé ce matin, et dont on reparlera probablement à d'autres moments, la notion de maladie chronique du cerveau, par exemple, toutes les découvertes qu'on a fait autour du circuit de la récompense, autour du centre des émotions, tous ces questionnements sur le centre du contrôle perdu, gardé, déréglé ou pas, ne devraient pas occulter, ne devraient pas, dans une espèce de phénomène de mode, remplacer le fait qu'avant la maladie addictive, il y a cette tendance à faire usage de substances psychoactives et que cette tendance à faire usage de psychoactifs, pour le coup, elle est complètement dans la tradition de l'être humain. Il n'y a pas un livre sur les addictions qui ne dise pas, depuis 3000 ans, depuis 5000 ans, l'homme consomme des substances psychoactives. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, et donc je retrouve une partie du questionnement qui précédait le repas pour qu'on ne tombe pas dans une espèce d'hypermentalisme, on ne tombe pas dans un réductionnisme, et en même temps, soyons clairs, on ne se prive pas
de tout ce que les découvertes scientifiques des neurosciences nous ont permis d'avoir ces dernières années et les progrès qu'elles nous ont permis de faire. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous présenter en faisant un rapide survol de quelque chose qui est très classique. D'abord, le fameux triangle entre l'objet d'addiction, le contexte dans lequel on consomme et la personnalité. Alors, à tout seigneur, tout honneur, il y a quand même une fascination dans le visible, le jeu de visible et invisible. Il y a une fascination pour l'objet d'addiction. Donc ce sera la diapositive suivante. Il y a 3 grandes caractéristiques dans l'objet d'addiction. Je ne vois plus la personne à qui je dois faire coucou. Ah, c'est là, pardon. Donc il faut qu'on passe à la diapositive suivante. Il y a 3 caractéristiques dans l'objet d'addiction. Et ces 3 caractéristiques font que cet objet, parmi tous les artefacts possibles, peut devenir plus dangereux que d'autres. Voilà. Pour vous le dire avec un exemple tout bête, si je suis un adolescent pas bien dans ma peau et que j'ai besoin de m'affirmer, je peux m'acheter un blouson et porter ce blouson avec des épaules renforcées pour faire le cacou, comme on dirait dans le pays de Cocagne. Quand j'ai passé l'âge de faire le cacou, au pire, le blouson traînera dans un placard et n'aura pas laissé de séquelles trop graves. Si pour vaincre ma timidité, je vais vers un autre objet qui s'appelle une substance psychoactive, quand je n'aurai plus besoin de faire le cacou, il se peut que je sois devenu dépendant de l'alcool, il se peut que je sois devenu dépendant du cannabis, il se peut que je sois devenu dépendant du tabac. Voilà, c'est le même comportement d'affirmation en allant chercher un objet extérieur, mais un objet n'en vaut pas un autre. Les objets d'addiction ont 3 caractéristiques qui font qu'ils sont plus piégeux que d'autres. Le premier, j'ai déjà utilisé l'expression, je l'ai récupéré chez un philosophe avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis quelque temps, qui est François Julien. Ce sont des objets à la fois. Les objets d'addiction sont depuis toujours à la fois des objets qui soulagent et des objets qui créent problème. Voilà. Et ça, quoi qu'on fasse, ils ont cette double caractéristique. Ils ont une deuxième chose, ces objets d'addiction, c'est qu'ils vont nous permettre de nous détacher des limites naturelles. Ils nous permettent d'aller plus vite que si on n'avait pas pris l'objet. Ils nous permettent de sentir moins mal que si on n'avait pas pris de l'objet. Ils nous permettent d'être plus, ils nous permettent d'être autrement. C'est le mythe de Rimbaud, je est un autre. Ces objets ont, notamment les objets substances psychoactives qui sont dans la série des drogues chimiques, ont cette capacité qui est propre, par ailleurs, là encore, à l'espèce humaine, et je crois que c'était évoqué au décours de 2-3 remarques par l'intervenante ce matin. On ne peut pas réfléchir aux addictions si on ne réfléchit pas au progrès technique, à la science, à l'invention d'objets de plus en plus sophistiqués et de plus en plus performants. Voilà. Mâcher de la cocaïne, c'est pas la même chose que s'injecter l'alcaloïde dit cocaïne. Voilà. Mâcher la plate de coca, c'est pas la même chose que. Et donc il y a cette espèce de capacité qui est de nous détacher des limites naturelles, de nous sortir de l'enveloppe corporelle, de nous sortir même de l'enveloppe psychique. D'ailleurs, parfois, ça nous rend d'étonnants services, on pourra en parler, mais d'autres fois, le piège se referme sur nous. Et la troisième caractéristique des objets d'addiction, c'est quelque chose qu'on va repérer notamment chez l'adolescent, c'est une fonction de substitution des compétences humaines. Si je confie à la substance le fait de m'aider à gérer ma timidité, si je confie à la substance le fait de m'aider à gérer mon stress, si je lui confie le fait de gérer tel et tel déficit que je peux avoir, eh bien, j'en aurai le bénéfice à court terme, mais une compétence naturelle que j'aurais dû développer ne sera pas développée. Et vous verrez qu'on retrouvera ça quand on va parler de comment on accompagne les sorties d'addiction, parce qu'effectivement, parfois, on va se retrouver avec un déficit de ressources, un déficit de compétences dont il faudra tenir compte pour accompagner la personne. Voilà, donc, du côté des objets, ces 3 caractéristiques. Du côté du contexte, et là encore, je me retrouve en familiarité avec ce qui était dit ce matin, je du coup vais être un peu brutal, mais le contexte d'usage, il est plutôt dérégulé actuellement. Il est contextuellement dérégulé
Et soyons clairs, ça a été dit, pour beaucoup, les substances psychoactives sont maintenant essentiellement des marchandises rencontrées sur des marchés, et la logique qui prime à la rencontre est essentiellement une logique économique. Après, le deuxième point, c'est le choix du marché. Si je caractérise un peu, mais en France, on est dans la caricature en ce moment, on a le choix entre le marché noir ou le marché officiel, le bon vendeur d'alcool ou le méchant vendeur de cannabis. Mais dans les deux cas, ils ne sont pas là pour faire de la santé publique, ils sont là pour faire du commerce, et une partie de notre État, c'était rappelé à propos de nos politiques françaises sur l'alcool et sur le vin, dit « ouais, mais enfin quand même, pensez aux emplois, pensez à la crise économique, donc venez pas tout de suite nous demander de fermer le robinet de l'alcool. » Voilà. Et on est pris dans une espèce de logique, hein, et soyons clairs, s'il y en a dans cette salle qui pensent qu'au pays de Descartes, c'est la science qui dirige la politique publique et la politique de santé publique, d'abord, ça fait longtemps que Descartes est mort, et ça fait longtemps que ce n'est pas les logiques de santé publique qui sont dirigées par la science. Voilà, il y a quelque chose qu'on appelle une citadelle, c'est Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances. On peut faire toute la réflexion jusqu'au moment où ça arrive à Bercy, et on nous dit les arbitrages ont eu lieu, vous pouvez rentrer chez vous, messieurs, vous aurez droit à une photo sur le parvis de l'Élysée, vous avez bien défendu la cause, et ce sera tout. Voilà. Et ça continue depuis très très longtemps. C'est comme les addictions, c'est vieux comme depuis la nuit des temps. La troisième donnée, c'est qu'on est dans une société relativement propice à l'addiction. Moi, j'ai proposé le terme d'addictogène en désignant un certain nombre de caractéristiques. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une société qui demande d'aller vite, d'aller fort, de vivre intensément, de se réaliser soi-même, voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez faire ça par la méditation transcendantale, vous pouvez faire ça par l'exercice, l'entraînement de soi, je ne vous décourage pas. C'est d'ailleurs, heureusement, on arrive encore à le faire comme ça. Mais si vous avez un petit coup de fatigue, il n'y a rien de mieux qu'une drogue pour devenir un autre en quelques minutes. Voilà. Alors, je sais que c'est diffusé, donc, mais je vous ai dit, je suis plus proche des 70 ans que des 20 ans. J'ai plus beaucoup d'enjeux de carrière, donc voilà, c'est pas très grave si on me rappelle en disant vous avez encore dit des conneries, mais je peux l'argumenter. Quand vous avez 16, 17, 18 ans, il est quand même assez tentant de se dire, au moins pour une fois, je vais confier la réalisation de mon objectif à telle ou telle substance qui me permettra de l'atteindre, et puis après je me remettrai à l'entraînement de façon plus raisonnable. Et puis des fois on ne se remet jamais à l'entraînement de façon plus raisonnable. Voilà. Donc on a ce contexte-là qui à la fois fait preuve d'une grande faiblesse politique et de l'autre côté n'a jamais presque donné autant de motifs de consommer voilà, dans la société où on est. Alors bien sûr, je suis vice-président de la Société française de santé publique. Je rends hommage au combat que nous menons. On essaye de mener des digues. La loi E20, bon, même si elle est démontée régulièrement, la dénormalisation de la consommation du cannabis, du tabac, qui porte fort, le fait qu'on essaye de se battre à la fois pour ouvrir l'accès au cannabis, mais ne pas retomber dans le piège de la combustion. Il y a un certain nombre de batailles en termes de santé publique qui valent le coup d'être menées et qui ne sont pas si mal menées que ça. Le troisième point du triangle, c'est l'usager. Alors l'usager, ben, voilà, c'est un être humain, donc il ne se transforme pas aussi vite que la société, même si apparemment on change. L'usage a toujours les trois mêmes grandes fonctions, plaisir, souffrance, performance. La dimension existentielle de l'usage est toujours présente, et je pense que comme beaucoup de cliniciens, je suis sensible depuis 15-20 ans à des nouvelles angoisses existentielles. Voilà, j'ai vécu comme vous le passage à l'an 2000, j'ai gardé tous les articles de journaux où on se moquait des craintes millénaristes de fin du monde, et je reçois comme vous des jeunes qui ont l'angoisse de vivre la fin du monde, et je ne me moque plus d'eux depuis 10-15 ans, parce que c'est devenu une angoisse pas si illégitime que ça. Je reçois des jeunes qui ont peur, des bruits de guerre qu'on entend venir de l'Est de l'Europe. Voilà, je reçois des jeunes qui sont étouffés par des crises migratoires, des mineurs voilà, et autres problèmes avec l'exploitation médiatique qui a lieu autour de ces faits divers dramatiques. Et ça fait peser un certain nombre d'angoisses. Et encore une fois, n'oublions jamais que la fonction adaptative des drogues, c'est de permettre de traiter aussi ce type d'angoisse.
Après, il y a quelque chose qui ne change toujours pas de l'usager, c'est une espèce de balance qu'on va être amené à faire, notamment quand on va chercher à les accompagner en tant que soignants, quelle que soit notre fonction soignante, entre les vulnérabilités qu'ils ont, quelles que soient les vulnérabilités. Je n'ai pas le temps de vous en faire le catalogue, vous le connaissez d'ailleurs professionnellement, et des génétiques jusqu'aux plus traumatiques histoires de vie, et puis les ressources et les compétences dont ils disposent. Voilà. Et on va essayer de naviguer là-dedans, et ça va nous donner une première carte, un premier diagnostic qui est souvent de plus en plus appelé fonctionnel, dimensionnel. On va repérer un peu comment ça se joue pour cette personne. Voilà la première partie que je voulais vous donner et qui, encore une fois, de mon point de vue, bien éclairée maintenant par les neurosciences, à condition qu'elle ne vienne pas remplacer cette fonction adaptative qui reste le cœur des usages. Et vous comprenez une partie de mon propos et du paradoxe, c'est n'allons pas trop vite sur le haut de la pyramide, la maladie chronique, prenons le temps de réfléchir à l'ensemble des usages qui vont le précéder et qui nous dit quelque chose de ce que c'est que l'addiction. Je vais vous présenter 2 diapositives après. Ce sera un rapide survol de questions qui peuvent alimenter les débats que vous avez sur qu'est-ce que serait une politique un peu plus cohérente, une organisation de la réponse aux addictions. Alors, on va se situer sur l'axe du produit du contexte. La première diapositive qui suit va nous montrer un peu ce que pourrait être de mieux gérer de mieux réguler les rencontres. Ça passe par des choses assez classiques, hein. L'information sur le à la fois. Il faut sans cesse être capable de répéter à nos adolescents que oui, ils vont ressentir des effets positifs, mais oui, ces effets positifs sont un piège, et il y a derrière un certain nombre d'effets négatifs. On sait que cette information ne sera jamais suffisante, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire, et il faut être capable de le dire, de l'accompagner, de leur faire sentir, et notamment de ne pas avoir peur, hein, de parler de l'effet positif qui va leur servir de porte d'entrée. Hein, si la drogue c'était que de la merde, vous ne seriez pas là et je ne serais pas là, ce serait beaucoup plus facile. Donc c'est bien parce que ça a été fait positif qu'ils vont aller dedans, c'est bien du coup un comportement qui ne fait pas d'eux des monstres, c'est un comportement parfaitement normal, ils ont non pas l'impression mais ils ont le sentiment ressenti de trouver une solution, mais oui cette solution va se révéler un piège, un leurre, et ça il faut être capable de les accompagner là-dedans. Après, vous avez les raisonnements. Est-ce qu'on pourrait éviter un marché lucratif? Est-ce qu'on ne pourrait pénaliser que ce qui est utile? Je trouvais intéressant dans l'histoire que vous retraciez ce matin de voir qu'on commence de choses très pragmatiques. Les accidents de la route, telle situation de violence conjugale. On ne va pas juste pénaliser l'usage, on va pénaliser l'usage dans les conséquences négatives qu'il a, et on va aider les personnes à comprendre le sens de cette pénalisation qui n'est pas comme ça abstraite, qui ne descend pas de principes déconnectés. Utiliser les différents droits, c'est un raisonnement de juriste, je n'irai pas là-dessus, mais ça paraît un raisonnement de bon sens. Il y a des tas de rubriques de droits différents, le droit du commerce, le droit pénal, le droit de la santé. Sortir d'une prohibition, pénalisation, sanctionnant parfois plus l'usager que les intermédiaires ou que les producteurs. En France, on va être de plus en plus sévère avec l'usager, pour être de plus en plus laxiste avec les grands intérêts financiers. Je ne suis pas sûr qu'on y gagnera beaucoup de choses, voilà. Hein. Et on peut terminer là-dessus avec, on va pénaliser les effets excessifs, et puis on va réguler la vente, le commerce. Ah, je crois qu'il y avait une question sur la fin, est-ce qu'on pourrait avoir des produits moins dosés? Est-ce qu'on pourrait avoir des formes qui apporteraient la solution dans une zone moins dangereuse? C'est d'ailleurs une partie du raisonnement pharmacologique, puisque vous voulez un opiacé, je vais vous donner un opiacé dont la demi-vie, dont un certain nombre de caractéristiques, vous mettra moins proche du risque d'overdose ou du risque de dépendance. Voilà. Donc ces éléments-là pourraient alimenter des discussions, des réflexions politiques moins manichéennes. La deuxième diapositive qu'on va regarder rapidement, c'est tout ce qui concerne du côté de l'usager et de l'accompagnement des familles, promouvoir une éducation préventive. Bon, c'est un grand slogan, mais voilà, je souhaite qu'il n'y ait jamais d'adolescent sans avoir le goût de l'intense, sans avoir des désirs un peu extraordinaires, d'être un héros, d'être truc, d'être machin. Voilà, ça fait partie de ce qui est bien à l'adolescence, sans même parfois des projets un peu irrationnels. Ça fait partie
de ce qui est bien dans ce moment de la vie, c'est ce qui bouscule les vieux comme moi, voilà, parce qu'ils arrivent en disant « Ouais, toi, t'as pas su le faire, tu vas voir, moi, je vais le faire. » Eh bien, tant mieux, prends la suite, c'est très bien. Mais oui, il y a un certain nombre de précautions à prendre là-dessus. Et il y a des politiques qui peuvent permettre que ces dimensions-là ne se jouent pas uniquement en boucle fermée sur les écrans, qui sont les nouvelles drogues, la nouvelle panique morale. On verra si on a raison ou pas d'être paniqué là-dessus. D'où les enjeux, en être capable, indépendamment du seul effet des substances psychoactives. Voilà. Qu'est-ce que je peux dans mon éducation, l'éducation que je donne? Qu'est-ce qu'on peut dans les propositions qu'on fait à nos jeunes pour leur permettre de ressentir tout ce qu'ils ont besoin de ressentir sans être juste dépendants des objets d'addiction? C'est comme l'information. Ce ne sera pas suffisant, mais s'il n'y a pas ça, alors là, on le paiera cher. Voilà, hein. Et on le paye cher pour un certain nombre de jeunes qu'on va revoir ensuite de façon très stigmatisante en disant « Regardez, ils se comportent presque comme des animaux, ils n'ont que le pulsionnel qui leur sert. » Voilà. Et pour l'avoir vécu dans un certain nombre de quartiers où on a tout fermé pour ensuite dire « Pourquoi sont-ils comme ça ?» Oui, quand tout était ouvert, c'était pas miraculeux, mais maintenant qu'on a tout fermé, on voit la différence entre pas miraculeux et l'enfer. Et le dernier point, c'est un principe chronologique sur lequel il faut réfléchir, le principe chronologique naturel de ça se fait par classe d'âge. Il y a pas avant tel âge, pas avant tel âge. Alors je vous le dis parce qu'en France, en ce moment, on a l'impression qu'on a, vous savez, la capacité française de penser qu'on a solutionné un problème, donc on a solutionné le problème des écrans, c'est pas avant tel âge. Donc tel écran, pas avant tel âge, tel type d'écran, pas avant tel âge. Après, comment on fera pour le faire appliquer, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. C'est dommage parce qu'on est en train de gâcher un principe qui est intéressant, le principe de l'accès progressif et chronologique. Intuitivement, tous les parents font comme ça. Donc, attraper ça pour accompagner les familles là-dedans pourrait être une bonne politique. En faire des repères qu'il faudra faire respecter dans une espèce d'universalité française abstraite va faire qu'on va, à mon avis, on va se prendre les pieds dans le tapis. Mais bon, voilà. C'était ces deux diapositives, elles sont inévitablement caricaturales, je regarde le temps qui passe, j'aurai pas le temps d'aller plus loin, c'était pas le but. Je veux consacrer le reste du temps qui m'a été donné à parler tranquillement avec vous. Alors ça va peut-être ennuyer un certain nombre d'entre vous, mais plus du travail que l'on fait quand on accompagne les usagers. Voilà, je suis celui qui, dans le panel des personnes qui ont été invitées aujourd'hui pour cet anniversaire, pour ces 70 ans, va un peu travailler sur les pratiques professionnelles, puisque ça a été et c'est encore mon métier pour quelques mois. Comment on fait? Qu'est-ce que c'est qu'accompagner un usager? Donc, cette dernière partie aura ce titre de la réduction des risques au rétablissement. Toujours dans la même idée, parce que le rétablissement, ça résonne l'abstinence, et oui, et la réduction des risques, ça résonne accompagner l'usage, et oui, que je trouve qu'une des choses, un des enjeux les plus importants aujourd'hui, c'est de ne pas perdre l'un au profit de l'autre, ou de ne pas confondre l'un et l'autre, et d'arriver à associer ces deux enjeux. La diapositive d'après va vous donner l'impression qu'à nouveau, je repère mon chemin et que je repars sur des grandes généralités. Non, et je vous assure qu'avec les usagers, c'est quelque chose sur lequel je prends mon temps. La première diapositive, les deux premières diapositives vont avoir pour but de rappeler l'importance du temps. Une des choses, une des valeurs, un des concepts qui est le plus bousculé par notre époque, c'est le temps. Le temps de fabriquer un enfant, le temps de l'éduquer, le temps de vieillir, le temps de se transformer. C'est un temps qui devrait être incompressible. Or, on nous demande, y compris parfois dans des protocoles, vous avez 3 mois, vous êtes financé 3 mois pour faire telle chose. Hein. On nous demande de ne pas tenir compte de cette dimension temporelle. Et je vais consacrer un temps important à leur réexpliquer, enfin un temps important, je ne suis pas dans une position de leur donner, mais on va échanger avec eux pour leur faire sentir qu'ils ne sont pas devenus addicts du jour au lendemain, même s'il y a toujours un accident qui fait un peu, voilà, le lendemain j'étais devenu addict. Non, il y a eu des mois et des mois qui ont préparé, et cet événement a été la goutte d'eau qui a fait changer. Leur rappeler que cet événement, ce devenir addict, s'est fait sur un temps long.
Et pareil, leur dire que sortir de l'addiction en 15 jours, en 3 mois, en 3 rendez-vous. Je me rappelle d'un garçon, je le vois encore sympathique, une espèce de force de la nature qui vient me voir, que je suis avec ma copine, elle m'a fait venir à Paris parce qu'elle est avocate, pour sa carrière, il faut qu'elle soit à Paris, moi je suis électricien, je me fais chier à Paris, l'ambiance à Paris c'est pourri, avec mes collègues de travail c'est pourri, du coup je continue mes cuites comme j'en prenais de temps en temps, mais là c'est tous les soirs. Voilà, moi je veux bien vous voir pour lui faire plaisir, mais 3-4 rendez-vous, il faut que ce soit réglé. Eh bien je lui dis, bah, écoute, c'est sympa, si tu veux, on va sortir, moi j'aime bien marcher avec eux, mais on va pas reprendre rendez-vous, c'est pas la peine, parce que moi en 3-4 rendez-vous, je peux pas. Voilà, ce sera pas possible de t'amener de la position A où tu es à la position B en 3-4 rendez-vous. Ah bon? Ben, on m'avait dit que, ouais, ben, on t'a peut-être dit, mais non, voilà. Ça demande du temps, se transformer, et si tu veux faire vite, c'est comme ça que tu es devenu addict. Le changement rapide, c'est le changement avec la substance psychoactive. Le changement profond, c'est un changement qui est un peu plus long. Cette première idée autour de donne-toi le temps, donnons-nous le temps, et c'est une idée qu'il va falloir défendre. La diapositive d'après va vous le montrer. Vous voyez, il y a un paysage que vous devez connaître sur la diapositive d'après. Le premier, c'est le canal du Midi, c'est le pays de Cocagne, j'insiste. Ça, vous connaissez un peu mieux. Voilà, la nature, c'est inévitablement le temps, inévitablement la temporalité. Et avec les adolescents ou les adultes, il y a 2 dimensions qui vont être importantes. Les sortir de l'attente passive du miracle. Vous savez, les films sur l'addiction, il a rencontré quelqu'un et le lendemain, il avait fini. Ou le mythe du dernier verre, ou de la dernière cigarette. Il a posé son verre et ce jour-là, il a terminé. Je ne dis pas que ça ne se passe pas comme ça, mais que le moment du dernier verre a été préparé par de longs changements qu'on ne voit pas toujours, que l'usager lui-même ne voit pas toujours, mais qui sont toujours là. Ce n'est pas la même chose. Et donc, lui faire sentir ça, et que s'il est en position d'attendre le miracle, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Ça donne lieu à des échanges un peu intéressants. Ça donne lieu du coup à dire en attendant on va prendre des précautions, on va rentrer dans une réduction des risques très utilitaire, très partagée, très fonctionnelle. Et puis une deuxième chose, parce que c'est bien beau de dire il faut laisser le temps à la personne, mais la drogue elle donne une solution tout de suite. Donc il faut à la fois laisser le temps et oser faire la bataille contre la solution addictive en donnant du bien-être, en donnant du mieux, en apportant quand même quelque chose tout de suite. Alors vous voyez que je n'ai pas peur de mes contradictions. Il y a parfois des séances où c'est hard, parce que là on ne lui apporte pas quelque chose tout de suite. Voilà, hein, et il en a besoin. Moi j'avais commencé à réfléchir à ça à travers une situation que peut-être certains collègues connaissent bien. L'addict qui vient et qui vous dit je passais une bonne semaine, j'ai pas consommé. Enfin si, j'ai consommé juste sur le chemin avant de venir vous voir. Ça vous arrive jamais ça? Sous-entendu, putain, vous allez me prendre la tête, ça me stresse, et donc le stress que j'ai pas pu gérer, c'est le vôtre. Ouais, et puis ils vous regardent en disant tu fais quoi de ça? Voilà. Et c'est pas forcément juste pour nous provoquer. C'est que c'est vrai. Voilà, la substance psychoactive, elle vient m'aider à gérer mon stress. Et nous, parfois, on est plus source de stress que source de bien-être. Alors bien sûr, c'est du stress pour la bonne cause, mais en attendant, ça n'aide pas à fonctionner. Donc ce souci d'essayer d'apporter, et alors, en tout cas de casser des thérapies qui sont construites sur la solution sera là-bas, 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 au bout du chemin, au bout de plusieurs mois, tu vas d'abord faire cette étape-là, puis tu feras celle-là, puis tu feras celle-là, tu feras celle-là. Si on reprend la métaphore du circuit de la récompense, tu ne seras récompensé que dans 6 ans. Ouais, d'accord. Bon, ben attendez, je vais réfléchir, je suis pas sûr que ça vaille le coup que je me mette en route. Voilà. Donc, ces 2 principes, sortir de l'attente du miracle et oser presque être concret, matériel dans le fait, il faut qu'il y ait de l'échange, du bien-être qui vienne dans l'instant. Voilà. Ça ne veut pas dire repartir dans des thérapies longues. Ça ne veut pas dire t'en prends pour 10 ans de thérapie. Il va y avoir des séquences, il va y avoir des allers-retours, hein, c'est pas la même chose, mais c'est donner ce temps de la transformation. La diapositive d'après va nous permettre de voir un autre grand axe qui ne joue pas sur le temps, hein, mais qui joue sur le stigmate. C'est aussi important pour moi,
avant de rentrer dans le travail dont je vais vous parler après, donc de casser ces représentations sur le temps, de casser les représentations sur le stigmate. Voilà. Alors, ça peut prendre à contre-pied un certain nombre de personnes. Je travaille beaucoup avec des collègues, alcooliques anonymes, AA, NA, voilà. Et j'aime bien leur dire que le modèle de la maladie qu'ils ont ne me gêne pas dès lors qu'ils acceptent d'en faire une métaphore et pas une espèce de contrainte absolue. Le stigmate, ça veut dire, pour sortir du stigmate, ça veut dire repartir de cette idée de départ, la dimension expérientielle de l'usage, cette fonction quasi nécessaire de l'usage. Ben oui, tu l'as fait, c'est un comportement très humain de l'avoir fait, ça t'a soulagé, c'est vrai, tu l'as pas inventé, après tu t'es trouvé piégé dedans, c'est pour ça que tu es là ou qu'on est là ensemble, mais ça ne fait pas de toi un monstre. Aller chercher une solution dans un objet ne fait pas de toi un monstre, au contraire, c'est un comportement très humain. Du coup, à enclencher une image beaucoup moins négative, on parle beaucoup d'estime de soi. C'est dur de construire une estime de soi sur le stigmate. C'est quasi impossible pour moi. Donc ce temps-là n'est pas du temps perdu de faire alliance avec eux sur le fait que leur comportement est un comportement profondément légitime et humain. On revient sur le tout de suite et on va enclencher quelque chose que vous connaissez bien qui va être le travail motivationnel où on va travailler là-dessus. Voilà ce qu'on peut dire sur cette chose-là. Je passe plus de temps sur le motivationnel, je pense que ça vous dit quelque chose. Et on va avoir la quatrième grande dimension de ce travail préparatoire. Après avoir vu le temps, sous ses différentes formes, après avoir vu la levée du stigmate, on va aller sur alors, c'est la diapositive d'après, on va aller sur l'environnement. C'est important pour faire ce travail de faire réfléchir à la personne que, contrairement à des représentations historiques, je ne sais pas si vous en avez trouvé des traces dans nos premières associations, mais en France, très longtemps, les associations qui ont 70 ans, quand on lit les premiers textes, il y avait cette idée, il faut qu'ils aient touché le fond pour qu'ils veuillent s'en sortir. Voilà. C'était le fond de la piscine. Hein. Alors, on ne vous dit pas les cadavres qu'on trouvait au fond de la piscine, mais il y en avait un ou deux qui arrivaient à sortir et on mettait en exergue ces deux-là et on oubliait tous ceux qui étaient restés scotchés au fond de la piscine. Non, c'est une connerie. On n'a pas besoin d'attendre qu'il ait touché le fond de la piscine pour lui proposer de s'en sortir. Il y a de plus en plus de politiques qui font de l'intervention précoce, et heureusement. La deuxième, c'est la zone de confort. Ah non, il ne faut pas qu'il soit dans sa zone de confort, il ne voudra plus bouger. C'est d'ailleurs un argument qui est donné pour attaquer la réduction des risques. Attendez, vous n'allez pas leur faciliter l'usage. Eh bien, au contraire, plus une personne est dans des conditions confortables, plus elle récupère son libre arbitre et sa possibilité de changer. Donc ça va nous demander d'être là-dessus, de travailler autour de cette zone de confort, et donc d'utiliser un certain nombre d'outils qui, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas contre-productifs en termes de changement. Ça nous amène à deux derniers points. Il y en a un que j'ai oublié de mettre sur la diapositive, et je m'en veux beaucoup, mais je redonnerai à Thomas la diapositive complète. Il y a tout un travail qui se fait avec l'entourage. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, vous, mais moi, de plus en plus, c'est pas que moi, dans notre clinique, on est de plus en plus nombreux, en France en tout cas, à le dire, on ne travaille pas, on n'avance pas trop loin avec un usager, si on n'a pas fait un certain nombre de travail avec son entourage, ou ses entourages, qu'ils soient familiaux, professionnels ou amicaux. Il faut prendre en compte l'entourage. Il ne s'agit pas de faire des thérapies systémiques, des thérapies familiales automatiquement pour tout le monde, mais de tenir compte du système d'interaction dans lequel il est. Et le quatrième point que j'ai oublié de mettre là, sur cette diapo, vraiment je m'en excuse, c'est est-ce que je vais travailler en ambulatoire ou est-ce que je vais travailler en résidentiel ? Est-ce que j'ai besoin d'un environnement protecteur que peut apporter le résidentiel, ou est-ce que j'arrive à faire cet environnement protecteur et enrichi en ambulatoire ? Ça peut être une des indications de passer par la séquence du résidentiel. Qu'est-ce qu'apporte le résidentiel, le groupe et cette dimension protectrice ? Voilà, je ne sais pas si vous voyez ces 4 points que j'avais mis dans ces diapositives, qui sont pour moi des entretiens où on n'est pas encore dans le travail pour casser l'addiction, mais où on est dans l'alliance thérapeutique, dans la réduction des risques, dans le fait que... Alors ça se fait parfois en 3-4 rendez-vous, ça se fait parfois sur des temps beaucoup plus longs.
Hein, là encore, si on est dans la logique de l'accompagnement de l'usager, on accepte que ce ne soit pas nous qui, tout seuls, pouvons tout gérer. On va passer à l'étape d'après. Et là, on va, comme on dit maintenant, je vais faire le savant, maintenant on ne dit plus les causes profondes, on dit les causes distales et les causes proximales. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'éthique. Voilà. Donc on va en tout cas passer maintenant à une étape qui est, je vais proposer à la personne de commencer à travailler sur son comportement d'addiction, sur ce qu'elle a fait, qui lui a apporté une solution, mais qui l'a piégé. Je vais lui commencer à lui proposer de sortir du piège de la solution addiction. Et donc je vais travailler sur des choses qui sont là, ici et maintenant. Alors je vous propose, c'est juste pour la beauté du geste, vous savez que les Français, on a la réputation d'être des conceptuels, donc je vous fais un conceptuel. Cette diapositive, si vous en voulez plus, vous l'enlevez. C'est une remarque de François Julien à propos de la philosophie chinoise. Les choses s'abordent mieux de biais que de face à face. Face à face, on risque toujours l'affrontement. De biais, on voit les reliefs, on voit les failles, on voit les ressources, on voit les richesses. Ça peut paraître très abstrait. Pour moi, ça me permet beaucoup, ça alimente beaucoup ma clinique. On rigole avec le patient, même s'il est en situation difficile. On regarde les choses autrement. On parle d'une expo qu'il a vue. On attrape des dimensions qu'il n'aurait pas mis comme ça. Hein. On va se mettre dans une posture d'accompagnement, de biais, et on va chercher ce qui commence à faire motivation, ce qui commence à en faire faille entre je lâcherai jamais mon produit parce que j'en ai trop besoin, mais ceci dit à tel et tel moment, c'est pas aussi génial que ça. On va essayer d'attraper ces petites dimensions-là, et puis on va commencer à lui dire, eh bien écoute, voilà, t'en as compris quelque chose, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque de commencer à se décoller de l'expérience addictive? Alors, voilà, la personne va dire oui, va dire non, ça fait partie du jeu, hein, mais lui proposer de se dire maintenant l'objectif c'est, allez, t'es venu parce que tu as un problème d'addiction, on s'attaque au comportement addictif. Alors je crois que la diapositive d'après, Thomas avait essayé de vous la vendre comme étant particulièrement intéressante. Je ne sais pas s'il a réussi à vous la vendre, mais pour moi, elle permet de retrouver... Alors, je vous donne peut-être l'impression d'être un peu perdu. Je le regretterai parce que la proposition que je vous fais, elle est relativement structurée. Vous avez dit que la société est addictogène, que les objets d'addiction, ils jouent sur un certain nombre de choses. La première caractéristique, c'est le temps. On vient d'en parler. Le deuxième, c'est l'effet masquant. On vient de le voir. La troisième caractéristique, je vous avais dit, c'est ce côté... Je me détache des limites naturelles et je viens en substitution des compétences. On va essayer là maintenant de lui faire ressentir l'intérêt des limites naturelles. Et ça, c'est tout le travail que j'ai trouvé dans un livre qui est passionnant sur ces gens qui font un drôle de métier. C'est un métier qui n'est pas héroïque, c'est les gens qui font la maintenance, qui maintiennent les machines ou les outils en état. Ils n'ont même pas la gloire de réparer, ils n'ont même pas la gloire d'inventer. C'est ces personnes qui passent dans les métros, le long des voies ferrées, où là ça commence à s'user, où la pièce là elle souffre, où le truc là il souffre, qui ont ce regard de biais pour arriver avant l'accident, pour sentir quelque chose d'une limite qui est en train de craquer. Et si vous regardez ce que ça donne un certain nombre de qualités qui peuvent être très intéressantes pour un clinicien. Savoir observer. Pas par rapport à un critère absolu, mais par rapport à la personne qui est en face de moi. Qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui est faible? Qu'est-ce qui est sensible? Qu'est-ce qui travaille en ce moment? Qu'est-ce qui est en souffrance? J'oublie l'état idéal vers lequel il faudrait l'amener. Je regarde qu'est-ce qui est en souffrance, qu'est-ce qui travaille. Apprendre à évoluer de concert. Si je veux être un bon mainteneur, il faut que je pense à la place de l'objet que je suis en train d'évaluer. Ah. Où est-ce qu'il est en train de se faire? Qu'est-ce qui fait l'équilibre? Qu'est-ce qui fait le déséquilibre? De quel côté que ça accélère? De quel côté, voilà. Alors vous trouvez plein de choses hein, qui vont nous permettre d'attraper ça, et surtout qui vont nous permettre de l'attraper à partir de l'état des lieux, à partir de l'état naturel. C'est ce que j'ai là, avec lequel je vais devoir travailler. C'est pas d'autre chose que je vais pouvoir amener. Et donc vous allez trouver des rapports à l'objet autour de l'attention, la proximité, la prolongation, le tact. Hein. Et la dernière idée, c'est que ça nous amène à penser à l'objet extérieur
Et ça nous détache de ce risque de tout se passe dans le cerveau. Voilà. On vient de sortir un rapport en France, je vous dis, sur les écrans, et d'un seul coup, nos grandes spécialistes disent, mais merde, finalement, l'objet compte presque autant que le cerveau de la personne. Les mécanismes qu'on a mis pour piéger le cerveau de la personne, c'est pas le cerveau. C'est une caractéristique de ce jeu, une caractéristique de cet objet. Donc voilà, cette idée de la maintenance, elle rejoint l'idée de la réduction des risques et elle nous permet de ressentir ce qui est important dans ce qu'on appelle l'approche expérientielle, qui est que chacun, avec le produit, le vit dans sa limite corporelle à lui et dans sa limite psychique à lui. Chacun d'entre vous, s'il fait usage de substances, aura une expérience particulière parce qu'elle est faite à partir de son corps à lui, de son ressenti à lui. Et donc c'est cette attention-là qui va finir d'attraper. Et sur la substitution, on va retrouver sur la diapositive d'après un outil que pour le coup vous connaissez mieux parce qu'il est plus souvent présenté, qui est tout ce que permet la psychoéducation. Voilà. La phase d'explication, psychoéducation va être une phase importante. Alors, quelques points qu'on peut détailler, apprendre les effets des usages sur et dans son corps, en tout cas, quand c'est possible, il y a un certain nombre d'effets qu'on peut discuter tranquillement. Voilà, je pense à quelqu'un qui me dit, moi je suis un angoissé majeur, voilà, il décrit que quand il sent son travail, les 2-3 premiers verres qu'il prend avec ses collègues, mais je sens l'effet d'apaisement, vous imaginez pas. Je dis, mais si, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je vois très bien l'impact que cela a. Et d'ailleurs, Thomas me dit en sortant, à 5h30, on ira prendre l'apéro là, en sortant, parce que ça nous calmera. Ah, alors vous inquiétez pas, pour les plus... Comme c'est diffusé, je rassure tout le monde, nous prendrons un demi-verre d'alcool, et encore, beaucoup d'entre nous sauront ne pas prendre d'alcool à l'apéro en sortant de là, mais c'est quand même une proposition basique. C'est une proposition basique, sentir que oui, cet effet-là, il est là. Je crois qu'à Fribourg, on était quelques-uns à assister, il y avait une collègue qui avait expliqué comment des jeunes se retrouvent entre eux sur leur communauté virtuelle, Discord et autres, et s'accompagnent sur les ressentis de leur expérience, et les ressentis de l'un venant aider l'autre à ne pas aller trop loin, et là, il y a des choses tout à fait importantes. Dans ma posture de thérapeute, moi, je vais souvent utiliser une image qui n'a rien d'original, hein, l'image de l'écluse, c'est-à-dire que je vais lui proposer, au fur et à mesure qu'il est prêt, de baisser son niveau de consommation, et on va être attentif à ce qui ressort à ce moment-là, à l'angoisse qui ressort, à l'inquiétude qui ressort, à l'excitation qui ressort, à la colère. Et parfois, on va s'en servir pour dire stop, continue de consommer. Reste sur ce palier-là, ne va pas trop vite, parce qu'on risquerait de... Voilà. Alors ça peut paraître scandaleux, mais là encore, on va utiliser les outils de la réduction des risques, mais l'idée étant qu'ils ressentent ce mécanisme de substitution, ils ressentent comment l'expérience vient à la place d'eux. Et puis, j'utilise beaucoup, je ne suis pas le seul quand je dis je, nous sommes beaucoup de cliniciens, je crois, à utiliser de plus en plus les SMS, les visios, hein, c'est-à-dire un travail à distance pour accompagner cette phase-là. C'est une phase où on se bagarre beaucoup contre l'usage. Là, pendant la pause, j'ai échangé avec 3 de mes patients voilà, sur qu'est-ce qui se passe là. J'ai quelqu'un qui est dans l'industrie de la fête. Là, c'est la belle saison pour lui, donc il enchaîne les concerts, les trucs, les machins. Bon, le petit SMS où il va vous envoyer le message, je suis rentré dans la salle, j'ai pas tout de suite pris ma bière. Voilà, on sait que ça a un effet qui vient connoter positivement. Il faut être capable de se répartir cette mission-là, des visios plus courtes, hein, mais qui viennent dans une phase un peu aiguë. Toujours pareil, hein, n'oublions pas que la substance psychoactive, quand elle est dans ce rôle de piège, elle apporte une solution intense tout de suite et facilement. Il ne faut pas vouloir faire la guerre avec elle, mais il ne faut pas non plus lui laisser tout le terrain. Et donc il faut être capable, dans ce moment de démontage, d'accompagner ce travail-là. Alors, on aura le temps, j'imagine, d'en discuter, hein, mais pour moi, ça fait partie aujourd'hui des plus technologiques,
de ce qui s'est transformé depuis nos vieilles ligues anti sur « je vais t'aider à reprendre le contrôle ». Donc il faut aller là-dessus. Et puis toujours pareil, mais ça n'a pas changé, se méfier des projets trop idéaux. Je vous le dis depuis le début, l'attente du miracle, j'ai une formule, je pense que vous l'utilisez tous. Je ne suis pas Dieu, donc si tu demandes la solution miraculeuse, c'est la porte à côté. Je ne suis pas la police, donc si tu demandes la solution menace les parents, je ne suis pas policier, je ne suis pas juge, donc c'est la porte à côté. Pour moi, je suis thérapeute, donc la solution, c'est la transaction, l'accompagnement. Donc voilà, si tu rentres là-dedans. Après, si tu cherches d'autres solutions, moi, je n'ai pas à juger. On va terminer cette phase avec un éloge qui peut vous paraître surprenant, mais je pense que vous le voyez arriver. C'est la diapositive d'après. Effectivement, les grands outils là nous sont amenés par des techniques qui ont beaucoup changé. On parle beaucoup dans les TCC maintenant, dans les thérapies cognitivo-comportementalistes, de l'analyse fonctionnelle. Et c'est une approche qui s'est beaucoup modernisée. On va déterminer les besoins de l'usager, on va chercher les techniques dont il a besoin, on va faire des liens entre l'expérience d'usage, ses émotions, ses cognitions. On va travailler dans le ici et maintenant d'une façon très, très riche, très dynamique. On va utiliser des outils, alors il y a des tas d'écoles différentes avec différents questionnaires ou pas, mais contrairement aux représentations qu'on a, ces entretiens parfois très formalisés qui arrivent à ce moment-là, mais ce n'est pas l'usager qui les trouve les plus chiants, hein. C'est le psychothérapeute qui n'a pas appris à le faire, qui dit oh, ça va brimer la créativité. Non, la créativité, vous l'avez eu avant, vous l'avez eu pendant, vous l'aurez après. Mais dans cette phase-là, cette espèce de diagnostic qu'on co-construit ensemble à partir d'un état des lieux très précis, où on va regarder, discuter avec lui, voir un peu comment ça va au contraire permettre d'avoir des objectifs qui ne seront pas idéaux, qui seront très pragmatiques, qui vont lui parler tout de suite, qui vont lui dire ben oui, si on obtenait ce résultat-là, waouh, ça me ferait du bien, et donc qui vont contribuer à ce qu'on appelle ces parcours de rétablissement. Voilà. La diapositive d'après vous donne trois références. Bon, elles sont, je m'en excuse, elles sont franco-belges essentiellement. J'ai pas regardé côté suisse s'il y avait des choses. Vous connaissez ces grandes catégories sur lesquelles on travaille, qui sont la colonne de gauche, et vous avez trois livres dans la colonne de droite. Voilà. On va travailler sur le craving, on va travailler sur les pensées permissives, on va travailler le plan d'urgence. Tout ça peut paraître individuellement un peu réducteur. Moi, personnellement, j'en vois tous les jours, et encore une fois, moi, personnellement, ça ferait une belle jambe, mais je crois vraiment dans le travail, c'est un apport énorme qui peut être donné. La personne, elle part avec son plan d'urgence, elle a appris à démonter les pensées permissives, elle a appris à gérer le phénomène du craving, elle a appris un certain nombre d'outils, et c'est ça qu'on peut activer à distance, sans mauvais jeu de mots, par SMS, par des petites visios courtes, en disant, mais voilà, va faire une pause au milieu de la soirée, travaille sur ces choses-là, et dans une dimension très opérationnelle, parce qu'il est dans la phase où il dit « je veux me désembourber, je veux sortir de ce mécanisme que j'ai mis en place ». Alors, il me reste peu de temps, mais il me reste le temps suffisant pour conclure, ce qui est un exploit de mon côté, parce qu'on va attaquer quand même une troisième phase. Je vous avais dit, on raisonne de plus en plus à les causes proximales, les causes distales. Je ne suis pas dupe. Je vous l'avais dit au début. Je pense que vous le partagez. Les personnes qu'on accompagne ont souvent quelque chose derrière l'addiction. Quand on les reçoit, nous, c'est parce que c'est le comportement addictif qui pose problème. Mais elles sont rentrées dans le comportement addictif, soit pour des doubles diagnostics psychiatriques. Alors, vous me permettrez de ne pas m'arrêter là-dessus. Il y a probablement des collègues psychiatres et vous avez d'autres occasions. Il y a beaucoup de travaux qui se font là-dessus. Mais elles ont des causes derrière, des causes psychopathologiques, des causes d'événements de vie, des causes de... Voilà. Et donc, il va y avoir un intérêt à utiliser l'effet de dévoilement, l'effet d'écluse, sortir de plus en plus du masque que donne l'expérience addictive, du voile qu'elle a posé sur le problème, pour dire maintenant, est-ce qu'on y va là? Est-ce que tu te sens prêt à y aller? Alors là encore, hein, la présentation comme ça en début d'après-midi au moment de la sieste, elle oblige un peu à schématiser. Je pense à une jeune fille, par exemple, je l'avais vue au moment du bac.
L'objectif, c'était quel est le bac? Le bac, vous savez, c'est cet examen français qui fait que la vie commence après le bac pour l'adolescent français moyen. Bon. C'était un objectif génial parce qu'il permettait de faire la paix entre les parents qui l'accompagnaient et elle. Elle, parce qu'elle avait pigé qu'une fois qu'elle aurait ça, elle récupérait une partie de sa liberté. Eux, parce qu'une fois qu'elle avait ça, c'est la théorie française, on peut le laisser un peu faire des conneries, puisqu'il a le bac, il est de bon côté de la barrière. Bon. Elle avait fait les 6 mois pour gérer des consommations d'alcool, de cannabis assez malsaines, sur un fond de... Voilà, c'était pas génial. Et puis, 1 mois avant le bac, elle disparaît, et elle me dit... c'est bon, et puis le jour du bac, elle m'envoie le papier, je vous avais dit, c'est bon, merci, au revoir monsieur. Je suis suffisamment bon clinicien pour savoir qu'on n'était pas... L'affaire n'était pas soldée. Et quand je l'accompagnais, elle savait que je savais, et je savais qu'elle savait que je savais. Mais on était d'accord pour dire, on vise le bac. Ce qui lui a permis, 3 ans après, de m'appeler en disant, je crois que je vais revenir. Enfin, elle est revenue 5 ans après, parce qu'il y a eu une petite hésitation, en disant, bon là, il faut qu'on se voit. Voilà. Et là, on a pu travailler sur quelque chose qui était du côté du trauma, un abus sexuel, et un double trauma, un trauma abus sexuel et un trauma vicariant avec un père qui ne l'a jamais frappé, mais qui la faisait vivre dans un climat d'insécurité permanent. Voilà. Et donc, je résume ça avec deux diapositives. Une partie de l'addict, il va apprendre à avoir une double vie. Voilà, il va cacher quelque chose. Il va cacher quelque chose du regard de l'autre. D'abord, il va cacher son addiction. Puis quand il ne peut plus cacher son addiction, il va cacher le motif de son addiction derrière l'addiction. Mais il y a le piège de la double vie. Voilà. Et la double vie, elle est toutes les limites de cette partie de la solution addictive. Et entendez-moi bien, hein, je ne fais pas le procès de l'usage à ce stade-là. Je vous ai dit au début à quel point je trouvais l'usage relativement... un comportement humain classique, inévitable. Là, c'est cette fonction masquante de l'usage qui est problématique. C'est cette fonction masquante de l'usage. Hein. C'est ce qu'elle fait avoir. Alors, des doubles vies, on en a tous. On a tous des petits bouts de double vie. Moi, j'avais à une époque travaillé sur le phénomène du hooliganisme et les gens du ministère de l'Intérieur avaient été très surpris de voir dans les hooligans, il y avait des cadres, il y avait des banquiers, il y avait même des infirmiers, il y avait des... mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je dis, écoutez, je vais vous avouer quelque chose. Je ne suis pas hooligan, mais je reviens, le pays de cocagne. Donc je supporte une équipe de rugby qui joue avec un maillot rose, assez ridicule. Et je vais, tous les samedis, dans un stade de rugby, engueuler l'arbitre, traiter de nom indu l'équipe adverse, avec des copains, pendant 90 minutes, parfois un peu plus, voilà, vous me regardez désespéré, mais c'est la face cachée. Voilà. Et mes fils qui me connaissent, je renvoie un jour un de mes fils qui grandissait, qui me dit « Mais t'as le droit de gueuler comme ça, papa ?» Je dis « Ah, en théorie, non, mais j'ai payé pour. » Voilà. Les doubles vies, alors, vous voyez, il y a des doubles vies qui ne sont pas dangereuses. Et puis il y a des doubles vies qui, petit à petit, vous font vous perdre. Vous n'êtes plus en contact avec la vraie vie. Voilà. Alors, comme ça fait un peu sourire, c'est un peu le but, parce qu'au bout d'un moment, c'est ennuyeux d'écouter quelqu'un. C'est aussi une des choses qui est difficile à attraper, notamment avec les jeunes adultes. Parce qu'au moment où ils devraient rentrer dans la vie, ils rentrent dans une double vie. Ils rentrent dans un jeu de cache-cache. Ils rentrent dans un jeu de théâtre. Dans l'idéal, c'est la diapositive d'après, où on va leur faire sentir. Alors quand je dis on leur fait sentir, encore une fois, c'est pas une prise de pouvoir, rappelez-vous, on est dans l'accompagnement, on chemine avec. Hein. Il va pouvoir ressentir qu'il n'a plus besoin de la double vie et qu'il va trouver quelque chose. Alors ça, c'est le plaisir du thérapeute. Ça a dû, là aussi, arriver à quelques-uns d'entre vous. C'est l'accès à ce qu'on appelle la seconde vie. C'est le mythe, dans certaines thérapies, de la renaissance. Renaître à la vie. Alors ça m'agace beaucoup, parce que là, on voit le côté sectaire, on voit le côté un peu les sectes religieuses. Ne me regardez pas, je sais que vous êtes le pays du protestantisme, en plus d'être le premier de la pharmacie, et qu'il faut que je fasse gaffe à certains de mes propos qui peuvent faire vieil héritier de 1789, on va leur couper... Hein, bon, mais voilà, j'ai pas d'hostilité particulière, mais je me méfie de certaines renaissances à la vie qui sont une soumission sectaire, une soumission idéologique,
ou une soumission religieuse. Voilà. La seconde vie, c'est autre chose. C'est la prise de conscience, parfois à travers la violence de ce qu'on a vécu dans l'addiction, que l'on reste mortel, qu'il faut être simple, qu'il faut être pragmatique, qu'il faut tenir compte d'un certain nombre d'enjeux. C'est aussi le fait d'avoir fait des expériences qui me rendent moins impatient. Hein. J'aime bien l'exemple que donne François Julien, la seconde vie, c'est quand on relit un livre. La première fois qu'on l'a lu, on veut savoir comment il se finit. Une fois qu'on sait comment il se finit, la deuxième fois qu'on le relit, on le lit parfois pour le plaisir de la lecture, pour le plaisir du moment. C'est la balade que vous avez déjà faite et vous avez plaisir à repasser et à voir des choses différentes. C'est la rêverie que vous faites avec quelqu'un que vous côtoyez depuis un certain nombre d'années, que vous connaissez par cœur, et vous dites finalement c'est pas mal d'être ensemble. Voilà. C'est quelque chose, c'est une catégorie. Alors ça peut faire complètement con, complètement éthéré, mais c'est l'inverse de l'expérience chimique. Et ce matin, il y avait nos collègues qui nous parlaient de l'art, qui nous parlaient de la culture. Et vous avez, vous, à Addiction Vallée, fait cette proposition. Donc normalement, vous ne devez pas me tomber dessus en disant ce que vous dites là de la seconde vie, c'est des conneries. Parce que c'est la proposition que vous faites. Regardez les choses autrement, les sentir autrement. Ne plus avoir besoin de cette surintensité, de cette survitesse. Ne plus avoir besoin de découvrir pour découvrir, mais juste ressentir pour ressentir. Et il y a un deuxième temps du travail, une fois qu'on a dégagé l'expérience addictive, qui va nous permettre éventuellement d'explorer ça. Alors pour terminer sur quelque chose quand même de plus raisonnable et de plus pratique, cette seconde vie, elle va se travailler dans un certain nombre de thérapies. Alors on en parlait, c'est des thérapies qui sont de plus en plus calculées de façon très individuelle. On parle de psychothérapie dimensionnelle et fonctionnelle. On va essayer, alors c'est des diapositives qui s'inspirent d'un travail qui a été fait par des collègues des Alpes. De l'autre côté, c'est l'équipe de Grenoble, le professeur de Mathéis et Lucie Pénel, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, alors je vous laisse ces premières colonnes. La perte de contrôle et les émotions, on en a parlé. L'ensemble de ces cas, je vous avais dit quelque chose. Le diachronique, le synchronique, on a dit quelque chose. On a baladé toutes ces catégories, les valences positives, les valences négatives, les processus sociaux, la veille, le sommeil, les grandes régulations. Ce qui est intéressant à regarder, c'est juste la colonne centrale. C'est là qu'on va trouver un certain nombre d'outils qu'aucun thérapeute n'a à sa disposition. Mais dans les équipes, on les a. On peut compléter. Et puis si on ne les a pas, on peut trouver le collègue qui les aura. Voilà. Alors vous avez tout un catalogue, ça fait un peu catalogue des thérapies, mais chacune de ces thérapies va apporter quelque chose de particulier. C'est une des choses, je trouve, qui a beaucoup changé en bien dans l'accompagnement de l'addict, c'est qu'on a une palette, on a une boîte d'outils de thérapie qui sont validés, qui ont été testés, qui ont été expérimentés, et qui permettent d'aller vers la personne avec un certain nombre de spécificités. Bon, je vous ai dit quelque chose des TCC, je vous ai dit quelque chose des 12 étapes. Moi, j'aime bien travailler avec, encore une fois, il y a des personnes pour lesquelles ça apporte des services qu'elles ne trouveraient pas ailleurs. Vous savez, toutes les thérapies, on a fait allusion, les thérapies du trauma, le MDR, voilà, moi, j'ai une formation d'hypnose ericksonienne, j'aime bien utiliser de temps en temps l'hypnose, les thérapies avec médiation. Voilà. Je ne vais pas vous les lister toutes, hein, mais chacune d'entre elles apporte quelque chose dans cette phase-là, dans cette phase d'après, qui permet d'attraper parfois ce qui était à l'origine de ce comportement adaptatif qui s'est perdu dans l'addiction et permet à la personne d'aller un peu plus loin. La diapositive d'après, on ne la commentera pas, on va la passer, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est pour un autre sujet, donc on passe directement. Et on va conclure sur la diapositive d'après, qui va nous permettre un peu de rassembler tout ça. Donc on est, j'espère, dans des parcours de soins intégratifs, fonctionnels et de plus en plus personnalisés, qui vont naviguer entre l'environnement et les vulnérabilités, qui vont naviguer entre du plus initial du plus usage au plus maladie chronique, hein, qui vont aller, alors le S a bougé parce que c'est un changement de logiciel, vous connaissez le système, mais des états émotionnels négatifs, du stress, les processus de renforcement, puis les habitudes. Hein, et après, je crois que c'est votre collègue Daniele Zoulino qui a créé cette métaphore de l'ornière. Quand l'ornière est creusée, c'est beaucoup plus dur d'en sortir. Et donc on va avoir la boîte des soins médicamenteux, bien sûr,
j'ai commencé à dire mon inquiétude, parfois, d'un certain réductionnisme médical. Mais pour ceux qui me connaissent, en France, je me suis beaucoup battu aux côtés d'un certain nombre de collègues pour que la médecine des addictions existe et qu'elle apporte toutes les aides qu'elle peut apporter. Se méfier d'un réductionnisme ou d'un mentalisme ne veut pas dire se priver de ces outils-là. Les soins médicamenteux, ils vont avoir plusieurs cibles, ils vont jouer sur les quelques traitements qui trafiquent, ils vont jouer sur les traitements spécifiques, psychiatrie, sommeil, ainsi de suite, ils vont jouer les traitements de substitution, les benzodiazepines. Voilà. On a une deuxième boîte dans laquelle on va piocher, c'est les soins psychosociaux, où on va avoir là encore un certain nombre d'outils dont je voulais parler, et on va retrouver, je crois, quelque chose sur lequel vous terminiez ce matin. Le but, c'est pas de dire il y a des bons, il y a des mauvais, c'est de penser le parcours en disant à quel moment cet outil-là va être utile, à quel moment cet outil-là est utile, comment cet outil-là va apporter, pourquoi il n'a pas été utile avant et pourquoi là il sera utile. Voilà. C'est ce travail-là qui est aujourd'hui pour moi le cœur du futur. Hein, quand on disait de quoi où on est parti et vers quoi on va, c'est ce travail-là vers lequel on va, avec quelque chose, j'espère, qui est positif. Et pour terminer avec un clin d'œil à des choses plus personnelles, la dernière diapositive, ça m'a... Voilà, moi je le retrouve sur trois livres auxquels j'ai participé. Alors le premier, qui m'a beaucoup marqué, parce que voilà, le jeune thérapeute que j'étais avait été embarqué dans l'histoire de la réduction des risques. Le dernier, Sortir de l'addiction, qui est tout un travail que je viens de faire avec d'autres collègues, avec ce philosophe français, François Julien, sur une sorte de travail de l'Oulipo. Il nous a donné 3 concepts de la pensée chinoise chacun, en disant, raconte l'addiction à travers ces 3 concepts, ce que ça donne. Et l'aide-mémoire d'addictologie, où on a essayé à plusieurs de rassembler un peu cette démarche intégrative et à la fois intégrative et à la fois personnalisée. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta commande, Thomas, mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous raconter à partir du pays de Cocagne, que je vous invite à visiter. C'est la plus belle région de France, avec son bleu pastel qui vous rappellera Addiction Valley. Merci. Voilà, merci beaucoup à Jean-Pierre Courton pour cet exposé extrêmement intéressant. Je dois vous corriger sur une chose, parce que ça fait, je pense, nous sommes aussi en pays de Cocagne, avec des abricots, des asperges, du vin, beaucoup de vin, et nous sommes un pays catholique. Ne dites surtout pas que les Valaisans sont protestants, ça va faire. Enfin, il y en a des protestants, mais c'est un pays vraiment catholique. Voilà. Je vais permettre à chacun de poser une question. Vous levez la main et vous vous présentez si vous le souhaitez ou pas. Peut-être pour lancer un peu la discussion, si je vous ai bien compris, et vous n'avez peut-être pas eu le temps de développer vers la fin, donc vous prenez une démarche très personnalisée pour sortir des addictions. Hein. Vous dites, vous avez beaucoup parlé d'alcoolisme ou d'autres addictions, il faut être à côté de la personne, l'accompagner, il y a plusieurs traumatismes à trouver. Oui, enfin, je pense que le travail dans l'addiction, c'est un travail d'accompagnement. Et je dirais que dans une succession d'entretiens, je peux accompagner quelqu'un qui a 60 ans, je peux accompagner quelqu'un qui a 16 ans, et donc à chaque fois, on va avoir ce premier travail de se mettre à côté de la personne et de partir de ce qui est son point de vue. Voilà. Par exemple, je suis un grand amateur de musique baroque, et il m'est arrivé pendant 1 heure de parler de rap. Voilà. Non pas en faisant semblant d'y connaître quelque chose, mais en permettant à la personne de me dire, à travers sa passion du rap, quelque chose de ses émotions, quelque chose des colères, quelque chose de sa rage. Donc il y a déjà ce premier point. Se mettre à côté de la personne, c'est ce que nous a appris la réduction des risques
partir de là où est la personne, de comment elle est. Il ne s'agit pas de la tromper, mais d'être capable de montrer qu'on peut rentrer dans son univers. Et la deuxième chose qui donne cette personnalisation, c'est que sa balance à elle, entre ses vulnérabilités et ses ressources, c'est sa balance à elle. Et c'est celle-là qui va nous intéresser pour faire le chemin. Parce que c'est à partir de ses ressources à elle et à partir de ses vulnérabilités à elle que telle marche sera atteignable, que celle-ci sera trop haute, que celle-ci ne sera pas tout de suite à mettre. Voilà. Et donc ce double travail de se connecter sur quelque chose qui fait commun et de partager une cartographie qui fait que je peux lui proposer des choses dont je pense qu'elle en aura besoin et qui lui manquent, et elle peut m'indiquer que cette proposition ou celle-là n'est pas adéquate parce que ça ne parle pas pour elle, c'est ça qui donne ce travail personnalisé. Et parfois on pense que c'est du temps perdu parce qu'en attendant on ne met pas en route quelque chose, mais en fait c'est du temps gagné parce qu'on crée un lien qui sera beaucoup plus sincère et beaucoup plus solide, et qu'à partir du moment où on se met en route, on est sur un chemin qui va retrouver cette qualité que j'évoquais comme étant nécessaire, c'est-à-dire ce chemin va être beaucoup plus gratifiant pour la personne et apporter beaucoup plus ce sentiment de oui, là ça vaut le coup que j'avance. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des questions à poser? Juste une petite question. Je ne vous vois pas. Ah oui, excusez, Thomas. Donc oui, merci. Alors à titre personnel, oui, tu as satisfait à ma demande. Merci. J'aime bien cette question du temps et elle intervient aussi dans une logique d'intervention brève. Et ma question va là-dessus en fait, parce que c'est vrai que les modèles d'intervention brève sont quand même des modèles qui fonctionnent assez bien avec la littérature scientifique, a pu étayer avec des plus-values significatives pour les patients. Et j'aimerais ton point là-dessus, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu contre-indiqué ces modèles d'intervention brève, où on devrait tout résoudre les problèmes d'il y a 10 ans en 3 à 5 consultations, versus on prend le temps des fois de créer du lien pendant 6, 9, 12 mois. Alors pour moi c'est pas opposé, voilà, c'est-à-dire que créer du lien avec la personne qui vient, ça n'a rien à voir avec l'intervention brève ou l'intervention longue, ça a à voir avec, je crois, ce que vous aviez travaillé l'an dernier, par exemple, passer d'un soin contraint, d'une obligation de se soigner, quelqu'un qui est accompagné par la famille, poussé par, à quelque chose qui va devenir motivationnel. Donc ça, moi j'ai l'habitude de dire aux personnes, attendez, ce temps-là, vous ne me le décomptez pas en termes d'intervention brève, parce que sinon, on ne se comprendra plus, on n'en sortira pas. Voilà, je vois qu'il y en a certains qui sourient, mais je rappelle qu'à une époque, j'étais président, donc non pas de la Fédération française de psychologie, mais de la Fédération Addiction, et donc j'avais la malchance ou la chance de participer aux négociations dans les cabinets ministériels. On disait, voilà, il faut faire un truc, en 3 mois, ce serait réglé. Donc non, il y a ce temps-là qui est un temps autre. Mais oui, on ne va pas faire rentrer la personne dans des thérapies longues, et l'intérêt de l'intervention brève, c'est qu'elle vise une cible. Et que par rapport à cette cible, on n'a pas besoin de quelque chose qui vise un objectif tellement idéal que lui serait long. Voilà. Et dans beaucoup de suivis, on fonctionne par étapes. Voilà. Je ne sais pas vous, mais j'ai appris à ne plus avoir peur qu'un patient ne vienne plus, puis qu'il revienne, puis qu'il ne revienne plus, puis qu'il revienne, et qu'on avance comme ça par un certain nombre de séquences qui sont au total un parcours, mais un parcours de vie, un parcours de transformation, qui prend du temps, mais qui sont basés sur des thérapies qui sont pragmatiques, qui rentrent dans le schéma des thérapies brèves, et qui ont cette idée de dire on s'est donné tous les deux cette cible-là, on va aller sur cette cible-là. Voilà, l'un ne s'oppose pas à l'autre, mais oui, les modèles de thérapie brève sont tout à fait intéressants et permettent d'avoir ce sentiment que quelque chose a bougé. Il y a une autre question, oui, monsieur? Non, je crois que vous avez fermé là. On vous donne le micro, mais pas le son, c'est pratique. Voilà. C'est bon maintenant, oui. Merci pour votre présentation. On est presque contemporain. Presque. On dira pas qui est le plus âgé ou qui est le plus jeune. Vous m'avez replongé dans un passé, et puis surtout en parlant du triangle. Et ça me fait penser à, j'ai noté, pour ne pas oublier, à Olivenstein, n'est-ce pas? Il n'y a pas de drogué heureux, c'était ça. Et dans son triangle, il y a une personne, un produit et des moments socio-culturels particuliers.
qu'est-ce que c'est un moment social? C'est le coup de foudre, hein, c'est le désespoir, c'est le deuil. Hein. Et j'aimais bien cette façon de présenter le drogué. Et il y avait une chose aussi, la double vie. J'aime bien dire, on est tous des neurosés, là, quelque part. Vous l'avez expliqué un peu, n'est-ce pas? Et moi, je suis confronté souvent avec des patients qui sont dans un vide total existentiel, vraiment profondément, et c'est toujours très difficile de trouver les bons outils pour remplir ce vide existentiel. Bien sûr, à part les produits ou les comportements à risque. Hein. Voilà ma question. Comment vous faites pour remplir les vides existentiels? Je vous remercie de me la poser à cette heure-là. Je vais me méfier de mon côté gascon pour ne pas vous répondre trop vite. Voilà, mais d'abord, heureusement, tous nos patients ne sont pas comme ça, mais vous avez raison. On rencontre un certain nombre de patients où la multiplication de la réponse chimique s'est traduite par un vide existentiel. Ils sont piégés à ne plus avoir que des excitations sensorielles, là où on aimerait attraper un peu de l'existentiel, du questionnement, voilà. Et ça va être difficile. Je ne sais pas comment je fais mécaniquement. Je sais qu'avec un certain nombre d'entre eux, c'est les patients avec lesquels je vais marcher. Je les reçois en sortant du cabinet. J'ai la chance d'être dans un lieu de Paris où je peux marcher. Les trottoirs sont un peu... Voilà, c'est pas... Je vais marcher et je vais commencer à... Alors, on revient sur la maintenance. Hein. Je vais parler de leur expérience sensorielle. Et je vais leur proposer ce que ça m'évoque à moi, mes expériences existentielles. Je suis d'une vieille génération, on partage ça, et je pense qu'en addicto, il faut se mouiller un peu, il faut s'impliquer un peu en tant qu'accompagnateur. Et je leur raconte des histoires. Voilà. C'est aussi mon côté ericksonien, je leur raconte des histoires. Et ces histoires sont parfois des histoires que j'ai vécues. Par exemple, un certain nombre de mes patients sont au courant que je n'ai jamais rêvé de faire le métier que je fais. Je n'ai jamais voulu être médecin, je n'ai jamais voulu être psychothérapeute, je n'ai jamais voulu être psy, je voulais être marin. Et j'ai passé les premières années de ma vie à convoyer des bateaux. Et je leur dis, tu vois, je termine ma vie 40 ans après, j'aurais passé toute ma vie dans un bureau à accompagner des personnes qui jouent avec des produits. D'une certaine façon, j'ai raté ma vie. Voilà, parce que mes sensations, elles étaient à ce moment-là. Et on va essayer d'attraper. C'est pas facile. Ça ne marche pas toujours. Parce que le vide existentiel, c'est certainement un des plus gros risques auxquels sont confrontés une partie de nos jeunes. Et j'ai des souvenirs de personnes avec qui j'ai cru que ça allait accrocher, ça n'avait pas accroché. Mais voilà, pour vous répondre très honnêtement, c'est partir de leur sensorialité chimique, partir de ce qui fait vide, mais qui est quand même rempli de ce qui vibre à eux quand ils ont pris le produit, essayer de le rattacher à un début de questionnement à travers ce que ça m'évoque, ce que ça me fait à moi, être dans cette fonction, Winnicott aurait dit substitutive, transitionnelle, permettre que quelque chose s'attrape là-dedans, et puis voilà, espérer qu'ils en feront quelque chose. Il y a aussi un certain nombre de cas où ça a accroché et où on a pu, à partir de là, petit à petit, y compris remonter à pourquoi ils avaient eu besoin de s'enfermer dans ce vide. Merci. Une autre question, madame, dans le fond. Oui. Je crois qu'elle va donner le micro. Ah, pardon. Oui, parce qu'on est... Merci. Je voulais savoir, parce que là on parle beaucoup de sortir de l'addiction, et quel conseil vous donneriez en fait dans l'accompagnement des personnes qui sont sorties de l'addiction pour qu'elles ne retournent pas dans l'addiction? Parce qu'on est un peu dans une société où c'est mal d'être addict, mais par exemple au niveau de l'alcool c'est aussi mal de ne pas boire, de ne pas réussir à boire un verre ou s'arrêter à 2 verres. Et cette pression sociale, en fait, elle existe. Et comment... Enfin voilà, vous n'avez pas beaucoup parlé de cet aspect-là, et j'aimerais en savoir plus si c'est possible. Merci.
Oui, vous avez raison. Alors après, on peut, c'est pas, je vais pas me défendre, mais on peut pas parler de tout. Hein. Mais oui, il y a... Alors, d'abord, votre question, je pensais qu'elle allait être un peu autre, et je voudrais repartager le fait que dans un certain nombre de cas, le but, c'est pas de sortir de l'addiction, c'est permettre à la personne d'avancer le plus possible sur ce chemin-là. Il y a des personnes pour lesquelles il serait complètement utopique, malsain, de vouloir les sortir de l'addiction, vu l'ancienneté, vu là où elles en sont, déjà les amener à un endroit, à un palier où c'est moins inconfortable, moins dangereux, c'est déjà suffisant, notamment avec des publics qui ont plusieurs paramètres qui se rajoutent, de précarité, de troubles psychiatriques, de désocialisation, ainsi de suite. Après, pour l'autre question, je pense, alors là, clairement, que c'est pas de ma posture d'addictologue que je peux les aider, c'est de ma posture de citoyen. C'est quand on se bataille pour le Dry January, c'est quand on se bataille pour dénormaliser l'obligation de boire. Voilà. Et donc, c'est de leur dire que là-dessus, ils ont d'abord leur témoignage est fort, qu'il faut qu'ils soient, enfin, on ne peut que les soutenir dans cette revendication et de les accompagner autant que faire se peut. C'est d'ailleurs la force de ces fraternités, voilà, d'anciens buveurs. Hein. C'est une des choses sur lesquelles il ne faut pas dénigrer cette approche-là, c'est que ça leur permet d'être solidaires entre eux sur nous, on a eu à passer par ce chemin-là, tenter d'avoir un usage contrôlé pour nous, ça ne marcherait pas pour des raisons X ou Y qu'on n'a d'ailleurs pas à dévoiler à tout le monde, hein, chacun a le droit à son intimité, et donc que l'on se renforce nous aussi socialement face à la pression de vous êtes obligé de boire, sinon vous êtes un sous-homme, une sous-femme ou quelqu'un de triste. Il y a eu récemment une émission de télé, je ne sais pas si vous l'avez suivi, dans un débat français où la journaliste Léa Salamé a, voulant faire de l'humour, renvoyé à un comédien, enfin un showman, qui avait dit qu'il avait arrêté de boire et fumer, mais vous êtes chiant, vous devez être triste. Voilà. Ça doit être chiant. Ça doit être chiant, voilà. Et il y a eu, heureusement, une levée de bouclier de personnes qui ont dit, mais enfin, c'est quand même insensé, même pour faire de l'humour, de renvoyer ça à quelqu'un qui porte simplement témoignage qu'il a choisi de se passer de ces deux substances. Voilà. Donc vous voyez, ma réponse serait que c'est moins une réponse d'addictologue, ils ont fait le job, ils ont fait le truc, c'est une réponse de citoyen et de peser sur la société, sur ces espèces d'obligations rituelles de consommer qui sont portées clairement au service d'intérêts économiques qu'il faut pouvoir dénoncer. Et que l'on connaît bien dans cette région. Merci beaucoup pour ce très intéressant moment que nous avons passé ensemble, Monsieur Jean-Pierre Courton. Et donc tout à l'heure, il y aura la table ronde avec les invités qui me rejoindront ici, rejoindront sur ce podium. Il y a une petite pause, là, un petit café, c'est bien ça? Et on va se retrouver dans un petit quart d'heure. Ok, à tout à l'heure.